Nous sommes heureux de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour cette émission, Les As du Foot. Les As du Foot, c'est le décryptage, l'analyse et le commentaire de l'actualité du football gabonais uniquement. Je ne suis pas seul pour débattre de ces questions, pour vous amener à comprendre le bien fondé et l'important des différents sujets que nous allons mettre à votre disposition. Monique, bonsoir. C'est un plaisir, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. On sera toujours ensemble, à chaque fois que le plaisir... C'est un plaisir partagé, Rodrigue. Merci. Pour nous accompagner dans cette émission, pour les 52 minutes à passer ensemble, Gaëtan Kouka. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, monsieur C'était un plaisir également. Non, le plaisir est le mien. Et merci de nous donner l'opportunité, notamment la minorité non silencieuse, de dire son mot de vérité sur la question. Merci beaucoup, Gaëtan. Ça n'a pas été facile, je l'avoue quand même. Un habitué au plateau, Brice Indengue. Est-ce qu'il faut ajouter de Matswanga? Salut Brice. Bonsoir. Comment va? Ça va très bien. La forme? Oui, ça va un tout petit peu. Vous sortez d'une semaine très compliquée. 3 semaines, ouais. Assez délicates quand même, puisque, comme tout le monde le sait, les Panthérnotes ont perdu leur secrétaire général, ouais. Quelqu'un qui nous accompagnait déjà depuis 2013. Ouais. Et ça n'a pas été facile de digérer ce départ brutal. Ouais. Merci beaucoup. Au moral hier, quand même, plus ou moins. On s'accroche, il y a un groupe à gérer, il y a la vie à suivre après. C'est vrai qu'on se demande surtout de quoi sera fait demain. Mais on s'accroche à ce qui peut exister. Je pense que nous sommes une institution assez sérieuse. On trouvera certainement quelqu'un pour assumer les tâches qui vont suivre. Difficilement, mais on y arrivera. Sincère condoléances à la famille éprouvée. Mermoz, comment va? Ça va, bon. La forme? Ça va. Ravi de te retrouver. Surtout oui, lorsqu'il est question de parler du foot. Tout à fait, tout à fait. On est là pour essayer d'analyser et d'édifier nos compatriotes. Brice Indengue, vous avez pris part aux assises il y a quelques semaines seulement du côté d'Akanda, pendant 12 jours de réflexion. Est-ce qu'on peut dire qu'on sort du bout? J'espère qu'on sortira du bout, parce qu'il y a des résolutions. Et après les résolutions, il faut attendre la mise en application de ces résolutions. Pour l'instant, la première étape est passée. Maintenant, on va attendre la deuxième pour savoir si tout se passera comme on le souhaite. Gaëtan, l'appréciation du début d'abord de ces assises. L'appréciation, il m'est difficile d'avoir une lecture large de la thématique que vous évoquez. Oui. Entendu que les assises se sont déroulées, cependant, les certitudes appartiennent aux organisateurs, mais à notre niveau, il y a plus d'interrogations. Oui. En ce sens que, était-il opportun d'organiser ces assises, entendu qu'en 2012, il y a eu un contrat-programme établi entre le ministère via la Ligue nationale de football et les clubs. Où est-ce que nous en sommes? Quel bilan nous en faisons avant justement d'analyser les assises? Je pense que tout au long de l'émission, nous aurons l'occasion de revenir sur cette question. Mermoz, l'importance de ces assises. L'importance de ce qu'on a pu voir quand ces assises ont été faites du côté du Nomade, c'était la modernisation de notre championnat d'abord, surtout. Il était question de la modernisation du championnat national pour pouvoir essayer de le relancer, lui qui est rentré dans une période de léthargie. Après une petite période professionnelle, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure, où on avait un contrat-programme ministère Ligue nationale de football, qui s'est avéré être un échec. On a eu un ancien ministre qui est passé pour vouloir remettre le championnat sur sa forme amateur. Oui. Maintenant, bon, ces nouvelles assises, on parle de garder ce championnat professionnel. En tout cas, l'important, c'était pour la modernisation de ce championnat, dans sa structure, dans tout son ensemble. Monique, qu'est-ce qui change d'abord pour les clubs professionnels? Oui, Rodrigue, ce qui change pour les clubs professionnels, c'est le fait que les clubs deviennent des sociétés à objet sportif. Oui. Nous avons ensuite le respect des cahiers des charges et l'uniformisation, j'y arrive, de la structure des clubs et le manuel des procédures. Voilà. Brice, ça tient? Oui, je pense que c'est logique parce que nous avions des associations de football
ces associations, le football ne pouvait pas faire long feu. Parce que la loi en termes d'association est un peu carrée. Les clubs n'avaient pas le droit de faire des bénéfices, de mener des activités lucratives. Toutes ces contraintes faisaient que les clubs, indépendamment de tout ce qu'on voulait faire, les clubs étaient limités déjà par les statuts. Ouais. Là maintenant, en abandonnant la loi 3562, je pense, pour la loi 3320, qui élargit les prérogatives des clubs, on espère que les responsables, les dirigeants des clubs vont pouvoir capitaliser cette loi et mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permettront aux clubs d'avoir des entrées financières qui permettront de financer quasiment toutes leurs activités, pour ne pas uniquement compter sur la mamelle qui a nourri le foot pendant plusieurs années. Oui, Marose. Ouais, c'est comme on va dire, on ne va pas réinventer la roue. Elle existe déjà. Quand on parle de professionnalisme dans le football, c'est-à-dire le joueur doit gagner sa vie de son métier qu'est le football. Ouais. Et pour qu'il puisse être payé, il faudrait que celui qui l'emploie, l'employeur, ait des retombées financières pour pouvoir payer justement ces acteurs que sont les footballeurs. Et il faut voir aussi que dans ces associations, dans la manière de gérer un club, on a aussi un personnel. Il y a bien une personne qui est là pour s'occuper du matériel. Il y a des secrétaires là-bas dans les bureaux. Donc c'est une véritable société. En restant sous la forme d'association, c'était plus comme, on va dire, du bénévolat, on peut dire entre guillemets, que faisaient ces clubs. Donc on voyait des présidents de clubs qui sortaient les moyens pour pouvoir pouvoir jouer leurs équipes, mais n'avaient pas en fait le droit de gagner quelque chose dans cette activité. Maintenant, en les mettant en forme de société, cela va permettre de générer des ressources pour ces clubs. Et c'est ça le professionnalisme, comme c'est fait au niveau de l'Occident. On voit toutes les retombées financières à la télé. Regardez seulement les publications des salaires des joueurs professionnels internationaux pour comprendre qu'il y a de l'argent à se faire quand même dans le football. Gaëtan, c'est suffisant, convaincant tout ceci? À mon sens, je ne pense pas, parce que je suis vraiment mal à l'aise du point de vue de cette question-là. Entendu que nous mouillons une association à une société, j'ai bien envie de savoir si les associations sportives aujourd'hui sont productives dans le sens de générer de l'argent. Et si oui, comment ça se passe? J'ai bien envie de savoir quels sont les mécanismes qui seront mis en place. Pour ma part, pour l'instant, j'émets beaucoup de réserves. Ouais. Cependant, il y a quand même pas mal de choses à redire sur la question. Vous savez, en dehors de l'État qui génère des fonds pour la contribution, donc pour la vie de ces clubs-là, donc de ces équipes-là, aucune équipe ne génère de l'argent. En termes de publicité, en termes de partenariat, en termes de vente de joueurs, en termes de rien du tout. Donc, il y a eu des assises. J'attends que les résolutions soient publiées pour me faire un avis certain. Mais pour l'instant, je reste convaincu dans la forme qu'il y avait mieux à faire, entendu que le contrat programme dont j'ai pris connaissance avait indiqué donc des grandes orientations. Il était question pour moi, n'est-ce pas, d'attendre lors de ces assises d'abord que nous fassions le bilan de ce qui a été fait pour ressortir et les points forts et les points faibles. Est-ce qu'il faut toujours revenir sur ce qui a été fait ou bien nous devrons passer à autre chose? Vous ne pouvez pas passer à autre chose tant que vous n'avez pas commencé à évider ce qu'il y a eu derrière. Donc un état des lieux. Je pense que c'est une procédure de bon sens et de logique. Nous avons eu des accords. Avant de signer un autre accord, nous faisons d'abord le bilan de ce que nous avons fait lors du premier accord. Oui. Qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, pour voir si nous pourrons relancer le dit accord. À partir de ce moment, nous indiquons de manière claire et précise les nouvelles orientations. Or, ici, nous donnons l'impression à travers les assises que hier, il n'y avait rien eu de fait. Donc, dans la forme actuelle, cela me gêne un peu. Ouais. Donc, à l'énoncé des assises, on aurait dû introduire le débat pour dire il y a eu un contrat-programme entre l'État, via la LINAF et les clubs. Qu'est-ce qui a été fait, puisque nous parlons effectivement dans le dit contrat-programme de professionnalisation, donc de tous les points évoqués par les assises, ça a déjà été mentionné par les assises, par le contrat-programme. À ce jour, qu'est-ce qui est fait? Quels sont les moyens qui ont été dégagés? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Pour avoir pris connaissance, je pense que les joueurs devaient être domiciliés dans des banques, ils devaient avoir des sièges pour les clubs, ils devaient avoir des transports, les petites catégories. 10 ans, sinon longtemps après, rien n'est fait. Nous avons quand même... Le constat, il saute aux yeux. On n'a pas besoin d'inventer la roue pour comprendre ce qui s'est passé réellement. L'état des lieux, il ne faut pas penser que ça n'a pas été fait. Le problème, c'est l'échec total
constaté entre le contrat programme de 2012 et aujourd'hui, on a les données, on sait que ça a été un échec total. Maintenant, il faut partir sur une base nouvelle, il faut donner une nouvelle orientation. On ne peut pas continuer sur un contrat programme qui a échoué par la faute des acteurs, pas par la faute des textes, mais par la faute des acteurs du terrain, donc des clubs principalement, et des structures chargées de la gestion de ce contrat programme, donc la LINAF et la Fédération de football. Directement la LINAF en premier. Mais aujourd'hui, le constat, il est alarmant. De 2012 à aujourd'hui, l'État a injecté suffisamment d'argent qui n'a servi à rien. Je prends pour exemple les 800 millions que doivent les clubs aujourd'hui aux acteurs du terrain, donc aux footballeurs. C'est la conséquence inhérente directe de cette mauvaise gestion qui aujourd'hui doit être rattrapée. Le programme aujourd'hui, les assises aujourd'hui ont trouvé des solutions à certains... Donc vous comprenez les raisons de Gaëtan Kouka pour d'abord faire le point. Bien sûr qu'on ne peut pas... Ce qui s'est passé vers le passé. Mais bien sûr que le point a été fait. Ça ne s'est pas levé comme ça et puis on a dit on a tout réussi, on va avancer. Non, ça ne s'est pas fait de cette façon. L'échec a été constaté et l'échec, il est multiforme. Nous avons l'échec financier, on a englouti beaucoup d'argent, aucun résultat sportif, puisque les deux conséquences devaient être liées, c'est-à-dire que plus l'argent arrivait, plus on devait avoir une certaine amélioration sur le niveau sportif, que ce soit au niveau de nos clubs, qui ont quasiment tous échoué dans les premières cases du continent. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de former une équipe nationale avec notre championnat local, parce qu'il n'y en a même plus. Et ces 3 dernières années, nous n'avons presque pas joué au championnat, puisque à chaque fois, on était bloqué pour des raisons financières. On a joué en tout et pour tout sur 3 ans, à peu près 26 journées. 10 journées il y a 3 ans, 8 journées l'année d'après, et puis catastrophiquement, pire encore l'année dernière, où le championnat s'est arrêté au bout de 6 journées. Donc, à partir de là, dès qu'on a constaté qu'il y a eu un échec d'un modèle, on dit stop. On fait l'analyse de ce qui n'a pas marché et puis on repasse sur une nouvelle base. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Monique, rapidement, oui. Je veux bien qu'on mette sur la table qu'on veuille bien repartir dans de nouvelles bases. Mais quand je regarde aussi certaines résolutions qui ont été prises dans cette task force, je remarque aussi qu'il y avait les mêmes dans le contrat programme. Et pour moi, les mêmes personnes vont être pratiquement les mêmes acteurs pour ces nouvelles résolutions. Est-ce qu'il y a d'abord, y a-t-il vraiment un problème d'échec? Est-ce que l'échec n'est pas d'abord aussi humain? C'est-à-dire ces acteurs, le fait de pouvoir respecter ce qui a été décidé. Parce que moi ici, excusez-moi, pour le sport, je le dis souvent sur différentes antennes, qu'au Gabon, j'ai l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Ce sont les mêmes acteurs qui seront plus ou moins les mêmes acteurs. Est-ce que ce que moi je dirais, wait and see, j'espère maintenant que tout le monde a pris conscience que le mal est profond et qu'il faudrait vraiment mettre en application et qu'on oblige les acteurs, notamment les propriétaires de clubs, les différents dirigeants à tous les niveaux, de mettre véritablement en place et de respecter notamment ce qu'on dit, le respect du cahier de charge. Le problème du cahier de charge tel qu'il était, c'est qu'il n'avait aucune force de loi. On a composé un document et puis on a dit aux gens, allez l'appliquer. Libre à eux de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Chacun a fait son petit malin, il ne l'a pas appliqué du tout. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que les résolutions vont paraître comme des décrets. Un décret a une puissance par rapport à un document, une orientation que vous avez donnée à quelqu'un. Donc tous les décrets qui sortiront auront force de loi. Et cette force de loi s'imposera au club. Maintenant, nous restons sur le sujet. On va revenir avec vous, Monique. Au cours de ces assises, il y a eu d'autres changements notables pour la compétition. Oui, Rodrigue, quelques changements se sont également opérés au niveau de la compétition. Nous passons donc à la permanence de la poule unique. En première division, nous passons de 14 clubs à 12 clubs au lieu de 10 comme l'affiche le tableau. Oui. En deuxième division, nous passons de 10 clubs à 14 clubs et enfin nous avons la planification des calendriers. Président Gaëtan Kouka, c'est juste, c'est faisable, c'est possible? Écoutez, tout est faisable dans la mesure où, comme disait M. Mermoz Assélé, dans la mesure où nous changerons les acteurs pour pouvoir justement diriger ces nouvelles orientations. Et je souhaiterais rebondir sur ce qu'a dit M. Inengue pour constater qu'au Gabon, nous constatons que nous commettons des crimes, mais jamais d'assassins. Ouais. Ça, c'était une parenthèse qui fut importante à soulever. Mais bon, poursuivons.
La réduction des clubs, à quoi obéit-elle? Certainement à faire des économies sur le plan financier. J'en conviens. Mais entendu que l'État est le principal pourvoyeur, nous mettons de manière implicite une certaine jeunesse au chômage. Ouais. D'accord? Et ça ne résout pas le problème, ou du moins si ça le résout, pas dans le sens souhaité et souhaitable. Donc à ce titre, je pense qu'il y a mieux à faire parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on pourrait explorer pour la relance du football gabonais. Le retour à la poule unique, c'est bon? Ça nous évite d'avoir le championnat de zone comme on l'a vécu ces 2 dernières années, où on a des clubs, Manga Sport et le CF Mounana, pour ne citer que ces deux-là, sont, dit-on, 2 clubs de première division au Gabon, mais qui ne se sont pas affrontés depuis 2 ans. C'est cette aberration il va falloir corriger. Et puis on avait... Le championnat perd en valeur, en qualité, parce qu'après, vous avez Manga Sport, par exemple, qui ne va jouer que contre Dikaki, qui ne va jouer que avec des clubs de petite catégorie. Ce n'est pas toujours agréable de travailler et jouer avec les mêmes adversaires. Non, parce que c'était... Non, parce que c'est le club qui était dans la poule de Manga Sport, dans la zone sud. C'est pour ça que je les mets ensemble. De même que l'USO qui a affronté l'USB en aller-retour 4 fois de suite, c'est quand même assez difficile. Sur la résolution de réduire le club, passer de 14 à 12, et le choix contraire de passer de la deuxième division de 10 à 14, mais il faut élargir la base pour resserrer l'élite. C'est le principe de la pyramide. On ne peut pas... On était dans une pyramide inversée, où on avait l'élite qui était en grand nombre et la base qui était moyenne. Dans toutes les sociétés, il y a un seul DG au-dessus et puis beaucoup d'administrations en dessous. Donc la pyramide est inversée. Quand on resserre l'élite, on a la possibilité de faire un filtre naturel qui fera que les meilleurs arriveront en première division. Monique, en termes d'organisation, ça donne quoi uniquement? Alors, du côté de l'organisation, nous passons d'un budget d'à peu près 1 milliard à 600 millions, à un peu plus de 600 millions. Ce budget correspondant à l'aide de l'État sur 3 ans. L'utilisation des infrastructures de la CAN telles que les stades, les hôtels, et enfin l'application de la loi 33/2020, autant pour moi, du 22 mars 2021. Mermoz. Oui. Je vois, comme l'a si bien dit Gaëtan tout à l'heure, qu'on voit donc justement cette économie qui est faite, puisqu'on passe de près d'1 milliard à un peu plus de 600 millions. L'aide de l'État sur 3 ans, de toute façon, l'État a toujours aidé depuis... L'État a toujours été là. A toujours été là. Utilisation des infrastructures à Cannes, je veux bien. Comme je dis, c'est toujours très beau sur le papier. Maintenant, après, il faut l'application, comme on dit, sur le terrain. Parlons par exemple des infrastructures de la Cannes. C'est bien de pouvoir les utiliser pour essayer de les faire vivre, ces infrastructures. Mais est-ce que notre championnat national qui était qui était à l'arrêt et qui n'a drainé plus les foules, qui n'avait plus cet engouement comme on a pu voir notre ancien championnat amateur qui était bien meilleur dans les années 80 jusqu'on va dire aux années on va dire presque 2000, où il y avait de l'engouement, on avait une identité de club. Le CSB, tout le monde sait que j'habite Mbatavea, j'ai mon cercle sportif de Mbatavea, on sait que je suis un cadre à la SEG, j'ai mon club, le Ndela Football Club, nous avons les policiers qui avaient leur Vautour Club Mangungu, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Les Port-Gentiliens qui s'identifient qu'on soit près de la raffinerie Sogara ou près de l'ancienne Elf Gabon qui était, on va dire, le sponsor officiel de Petrosport. Ouais. Il y avait une identité comme on le voit dans tous les championnats bien constitués. Maintenant, on va utiliser les infrastructures de la CAN, c'est vrai, je crois qu'ils appartiennent à l'État. Est-ce qu'il y a un contrat où l'État va s'occuper de payer la location de ces stades, comment dire, de faire aussi l'entretien de ces stades? Cela va revenir à l'État. Est-ce que ce budget de 622 qui concerne les clubs, y aura-t-il un budget pour ces infrastructures? Et comment se fera la répartition? Bon, je crois qu'il y a déjà une répartition qui se fait pour la billetterie. Le problème, c'est un tout. Moi, je suis bien d'accord qu'on utilise ces structures qui auraient même pu être utilisées d'autres manières, comme on le voit dans les pays occidentaux. Vous avez un stade de France qui, quand il n'est pas utilisé, on l'utilise pour des concerts.
Ça fait rentrer de l'argent pour pouvoir garder l'entretien de ces structures. Gaëtan Kouka, en 2012, le budget se situait à plus de 10 milliards. Est-ce que cette baisse peut être considérée comme drastique? Mais écoutez, naturellement, d'abord sur le plan comptable, en termes de finances, et sur le plan comptable en termes d'équipe, donc en termes de réduction de joueurs d'élite. Cependant, j'ai quand même envie de soulever une contradiction qui me semble être très criarde. Le championnat gabonais souffre-t-il de sa qualité en termes d'organisation ou en termes de qualité des athlètes? Parce que si je vous suis bien, on réduit parce qu'on va avoir un championnat compétitif. Mais est-ce que le championnat compétitif est en fonction du nombre de clubs inscrits en première division ou de la qualité de la prestation des différents clubs? Ce sont des questions. Parce qu'il y a une nuance que je voudrais quand même soulever. Il y a tellement de contradictions, de mon point de vue, que j'ai du mal à cerner quelle est réellement l'approche. Il n'y a que le concepteur du dit projet qui prend exactement ce à quoi il pense, comment il compte mettre en marche des mécanismes pour y arriver. Mais cependant, Mermoz l'a dit, par analogie, vous avez un championnat dit amateur, donc des années 80 à 2000, qui a parfaitement marché, avec des moyens réduits, et des clubs étaient suffisamment élevés. On partait de 16 à 18 clubs, et j'en suis l'illustration. Aujourd'hui, nous demandons où il y a plus de moyens de réduire le club. C'est une contradiction qui me semble, qui ne passe pas bien dans mon esprit. Nous devrons plutôt revoir la qualité de nos dirigeants, la qualité de nos athlètes. Et en ce qui concerne les infrastructures, cela participe du bilan que j'évoquais, Supra. Dans les années 80, à ce jour, on avait plus d'une trentaine de stades. Aujourd'hui, nous en avons à peine 2. J'ai bien envie de comprendre si le football gabonais, dans ce sens, évolue ou il regresse. Mais bon, c'est un pavé qu'on jette dans la mare et à chacun de poursuivre le débat en ses grades, lieu et qualité. Bizidengue, ce sont quand même des questions importantes qu'il pose Gaëtan Kouka, mais on revient sur, il est désormais une loi sur la politique du sport. Est-ce qu'on peut dire que c'était un élément important, manquant au cours de ces assises-là aussi? Oui, la loi sur le sport, elle est très importante. On était quand même l'un des rares pays probablement dans la sous-région, qui n'avait pas de loi sur le sport. On avait une panoplie de lois qui existaient, mais on a oublié la loi principale. On pratiquait le sport sans loi véritable autour. Donc on ne savait pas derrière qui faisait quoi. C'est cette contrainte d'ailleurs qui nous amène aujourd'hui à poser la vraie problématique aujourd'hui, c'est la qualité de nos athlètes. Mermoz demandait pourquoi le spectacle n'est pas au rendez-vous, mais c'est quand même assez difficile pour nous qui fréquentons le stade quasiment tous les week-ends de regarder, de pleurer quand on voit même que vous avez des joueurs qui en première division n'arrivent plus à amortir, n'arrivent pas à faire de simples amortis. Là, c'est beaucoup plus lié à la qualité de la formation, donc la qualité des formateurs. C'est un tout qu'il faille revoir. Il faut regarder qui doit être appelé formateur, qui doit être appelé entraîneur, qui est censé être là pour les enfants, pour les adultes. C'est un tout, et à partir de là, à partir du moment où les clubs vont se professionnaliser réellement, pas professionnalisation sur papier, à partir du moment où ils vont se professionnaliser réellement, ils vont avoir des équipes, des staffs professionnels. Il faudra recruter Gaëtan parce que... Il ne faudra pas avoir peur de recruter Gaëtan parce qu'il va beaucoup parler, mais il faut le recruter parce qu'il est compétent. Et donc, avoir derrière des joueurs bien formés qui vont nous offrir un spectacle meilleur et qui ramènera le monde vers le stade, parce que personne n'a envie d'aller au stade, perd son temps. Rapidement. Pour rebondir, justement, c'est ça dont je parlais, un peu Gaëtan l'a aussi évoqué. Les dirigeants, ceux-là qui organisent notre football national, si au niveau organisationnel, il y a déjà de gros soucis, il faudrait voir maintenant qu'en bas, à la base aussi, les soucis suivent. Comment dire, dans la manière de gérer, elle est mauvaise. Comment veut-on que les athlètes aussi soient vraiment performants si déjà, vous voyez, par exemple, je prends le simple exemple, nous faisons un championnat professionnel, l'État sort l'argent, c'est l'État qui sortait l'argent pour payer les joueurs, mais cet argent est remis à un président de club qui, lui, achète une voiture au lieu de payer ces joueurs qui se retrouvent à 3 mois, 4 mois sans salaire. Aujourd'hui, on voit ce qu'on doit aux joueurs pour près de 800 millions qu'on doit à ces joueurs. Comment comment le travailleur pourra-t-il faire son métier s'il a faim? Donc, moi, je me dis que c'est vrai qu'il y a un problème maintenant sur la qualité de nos athlètes, mais cette formation part aussi justement de la gestion générale de notre football. Oui, Gaëtan, rapidement.
corroborer au propos de Mermoz, comment voulez-vous qu'un athlète soit-il performant lorsque mentalement, psychologiquement et même matériellement, il manque de plusieurs éléments? C'est pourquoi je vous disais, il y a des incompréhensions qu'il va falloir rectifier au plus vite. Je vais atterrir pour dire ceci. Vous parlez du championnat professionnel. J'ai bien envie de savoir comment définir c'est quoi d'abord un professionnel. Par définition, c'est quoi un professionnel? Aide-nous à comprendre. Non, je ne vous aide pas. Avec vous, j'essaie de m'aider également. Le football gabonais a toujours été professionnel. Un professionnel, par définition, n'est nul autre que celui-là, donc un individu qui perçoit une rétribution par rapport à l'activité qu'il exerce. Effectivement. Donc il y a une nuance à ce niveau entre la fonction du professionnel et le statut de reconnaissance, donc par les instances dirigeantes, ministère, Comité national olympique, FEGAFOOT et l'INAF, la reconnaissance du statut du joueur en tant que professionnel. Mais dans les faits, le footballeur gabonais est un professionnel. Nous le savons tous. Ben alors pourquoi parlons-nous de professionnalisme aujourd'hui alors que depuis hier nous exerçons dans le professionnalisme? On aura l'occasion d'y revenir. Reste à savoir quant à l'application, Monique, de toutes ces réformes. À ce sujet, le président de la LINAF a déclaré, je cite, « Cette organisation ne sera pas effective lors du prochain championnat. Une période transitoire d'1 an sera mise en place, autant pour moi, pour permettre à toutes les parties impliquées dans cette nouvelle armature de s'organiser pour que tout le monde puisse s'arrimer à la norme professionnelle lors du championnat 2022-2023. » Président Nengue, vous comprenez le discours du président? Ce qui est logique, on ne pouvait pas décider des assises aujourd'hui et puis dire que dès qu'on va reprendre dans 3 mois, il faut que le club soit déjà aux normes. Partout ailleurs, ça se passe comme ça. Il y a toujours un temps de latence où on laisse au club la possibilité de s'organiser. Maintenant, les clubs qui ne seront pas capables de suivre la cadence, ben, ils seront éliminés d'eux-mêmes et d'autres clubs nouveaux viendront sur le marché. La question se pose sur le démarrage du prochain championnat. On est toujours là, pas de suite, pas de réponse exacte aussi. Ah oui, il n'y a pas de réponse exacte. Bon. Nous avons évoqué des questions relatives, bien sûr, au championnat 2021-2022. Oui, bon, c'est vrai qu'il faut d'abord voir que, comment dire, on demande à tout le monde de s'arrimer aux dates internationales FIFA. Pour ma part, nous savons, à part certains pays, vu leur zone géographique et leur climat, nous savons que le plus souvent, un championnat commence, on va dire, dans l'automne, au niveau de septembre, pour ceux qui commencent un peu tard, sinon même dès la fin de l'été, au mois d'août, et se termine le plus souvent au mois de juin. Ça, c'est une saison complète avec, en date FIFA. Nous, on voudrait justement que le championnat reprenne en septembre. D'ailleurs, on a pu voir dans l'actualité récente que Manga Sport et Boinguidi ont été encore reconduits pour les prochaines joutes continentales, que Manga a mis des préalables pour pouvoir représenter le Gabon en Coupe de la CAF, en disant justement dans l'une des préalables de Manga, l'une des conditions de Manga pour pouvoir aller représenter notre pays en Coupe de la CAF, ce serait qu'il y ait effectivement le démarrage d'un championnat au plus tard dans le mois de septembre, puisque par exemple ces compétitions africaines commencent à partir de, je crois, le 25 septembre. Donc, on se pose la question, y aura-t-il un championnat qui va débuter dans les temps? Et dans cette année transitoire, est-ce que ce championnat ira à son terme? Il sera de quelle formule? Parce que si on parle On a dit en poule unique. Si. On va revenir. Donc si c'est en poule unique, on espère que ce championnat démarre en septembre et qu'il aille jusque d'abord à son terme. Et que vraiment les clubs aient le temps. Moi je suis d'accord pour cette année, on va dire, de transition, pour que les clubs aient le temps de s'arrimer à toutes les normes qui ont été désignées dans la taxe par la taxe. Monique, est-ce que le président de la LINAF a des éléments? Oui, pour la date, le président de la LINAF, on retrouve l'intervention du président de la LINAF, je cite, « Le ministre a pris des engagements fermes pour le National Foot 1 et 2 pour que le... » Allez-y, pourquoi le championnat? Le ministre a pris des engagements fermes pour que le National Foot 1 et 2 puisse commencer le plus tôt possible. Oui. Le mois de septembre a été arrêté pour reprendre le championnat, mais avec le nouveau cahier de charges, celui-ci doit être appliqué par les clubs en fonction de leur capacité cette saison. Oui. Mais en 2022-2023, il devra être appliqué à 100%. C'est assez large pour cette année. On démarrera certainement dans les conditions actuelles. Là, c'est vraiment pas le choix. On ne peut pas imposer à quelqu'un de changer tout du jour au lendemain.
Donc, ils resteront jusqu'en 2022-2023, la saison 2022-2023, pour se mettre à jour. Je pense que si on ne démarre pas le championnat en septembre, ce sera un échec de plus. Et ce sera certainement le premier échec des... Mais au cours des Asiles, l'objectif, c'est de démarrer le championnat en septembre. En septembre. Ne pas démarrer, donc ce sera pour moi le premier échec des résolutions des assises. Parce que entre septembre et novembre, on a suffisamment de temps pour préparer nos équipes qui certainement ne joueront pas les préliminaires des Coupes africaines, qui rentreront certainement directement en phase de groupe ou de poule. De groupe, avant la phase de poule. Donc, si on ne joue pas les tours qualificatifs, on a 2 mois, et en 2 mois, on a quand même un peu de temps. On a à peu près 6 semaines pour se mettre en jambes. Là, la difficulté aussi, ça va être qu'on n'a pas joué depuis quasiment 2 ans. Un athlète qui est resté assis, le coach est mieux placé que moi pour le dire. Il faudra qu'il reprenne les entraînements théoriquement entre mi-juillet et août pour espérer avoir 8 semaines de préparation pour se mettre en forme. Parmi même, je crois, voilà ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne les réformes des assises qui ont eu lieu du côté d'Akanda pour la taxe force. Je pense que nous avons été plus ou moins clairs, suffisamment éclairés sur cette question. On va aborder l'élection de la Ligue de football de l'Est-UR. Ce samedi va vibrer au rythme du renouvellement du comité exécutif de cette structure. D'abord, Monique, on va faire la découverte des 3 candidats. Oui, Rodrigue, au départ, ils étaient au nombre de 4, mais désormais 3. Donc nous avons l'ancien international gabonais Paul-Ulrich Kessani, qui tente sa première expérience. Ancien international. Nous avons Serge Ahmed Mombo, président sortant et candidat à sa propre succession. Et enfin, Désiré Bakita, qui était membre du bureau sortant. Oui, il était président de la commission du football féminin de ce côté. Quel est le jugement? Qu'est-ce que vous en dites? Je vois un peu de sourire. C'est les gars que vous connaissez, c'est les candidats que vous connaissez parfaitement. Serge Ahmed Mombo, candidat qui veut revenir, accompagné de son le président, celui qui était bien sûr dans son comité exécutif également, Désiré Bakita. Est-ce qu'on veut dire que Kessani était un nouveau? Oui, puisque c'est la première fois qu'il se présente à une élection. Il veut être à la tête de la Ligue de football de l'Est-UR. Ces candidatures vous inspirent quoi exactement? Bressinengue, Gaëtan Kouka, avant de revenir à Mermoz, qui se jette dans la bataille. Je vais me jeter à l'eau. Bon, déjà, merci encore une fois pour l'opportunité que vous nous donnez de traiter des questions d'actualité, notamment ce qui concerne l'élection du président de la Ligue de football de l'Est-UR, qui est la 2e institution sur le plan organisationnel footballistique du football gabonais. Oui. De par la capacité de ses pratiquants. Alors, la première observation que je peux faire de cette élection, c'est que vous avez 2 membres du bureau sortant qui se repositionnent et nous nous interrogeons. Et à ce jour, je pense que la date est prévue pour le 26, vous avez dit? Samedi, pour ce samedi. À ce jour, aucune campagne n'est visible. C'est vrai que je ne suis pas un membre votant, mais aucune campagne n'est visible. Et que la campagne est prévue démarrer ce mardi. Oui, mais d'accord, donc nous attendons, de ce point de vue, nous attendons. Exactement. Mais déjà, il faut différencier justement l'approche, parce que vous avez 2 membres du bureau sortant et un protagoniste qu'on va qualifier ici, donc Ulrich Kessani. Le bon sens aurait souhaité que le sortant fasse un peu le bilan. Parce que vous voyez, avant de toujours se projeter, on a toujours un passif. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait hier? Pourquoi ceci a été fait? Dans quel délai? Avec quels moyens? Pourquoi ceci n'a pas été fait? D'accord? Et à Ulrich Kessani, justement, de faire la preuve manifeste de sa capacité à pouvoir gérer une ligue. Parce que, par expérience, il a toujours géré des petites organisations qui ont toujours bien fonctionné. Donc, cette fois, on espère qu'il aura certainement toutes les cordes à son arc pour pouvoir se donner les chances de gagner. Président Ngué, est-ce que vous comprenez cette guerre d'entre-deux-jeux? Oui, je comprends parfaitement. Écoutez, je suis dans la confidence de Paul Ulrich Kessani depuis pas mal de temps. J'ai la chance d'être proche des 3 candidats.
parce que ce sont des frères, et puis Désiré, que j'ai connu un peu grâce à cette activité sportive, mais que ce soit Serge ou Paul, ce sont des frères avec qui je passe le maximum de mon temps. Quand Kessani décide de se présenter à la Ligue, je suis parmi les premiers informés. J'ai tenu une réunion avec lui et nous avons longuement discuté. D'ailleurs, j'ai toujours reproché à Kessani de ne pas oser. Depuis qu'il est rentré, j'ai toujours dit que les footballeurs sont restés longtemps en marge de la gestion du foot. Ne venez pas pour gagner, mais montrez que vous existez, montrez que vous pouvez oser faire quelque chose. Je comprends aujourd'hui qu'il veut... Est-ce que l'essentiel, c'est d'être candidat? Quand vous dites ne venez pas pour gagner, on ne vient pas aussi pour essayer d'être candidat. Non, mais Kessani n'est pas venu parce qu'il veut seulement se positionner. Kessani vient pour diriger la Ligue de football de l'Estuaire. Face à lui, il aura un candidat qui, pour moi, a un bilan honorable, parce que quand vous entendez, quand vous lisez un peu, Serge Ahmed n'est pas attaqué aujourd'hui sur son bilan. Il est attaqué plutôt sur autre chose. Et puis, vous avez Désiré, qui va certainement faire l'arbitrage entre les deux, que pour moi, je qualifie de mastodonte aujourd'hui. Ouais. Il va faire l'arbitrage entre les deux. Moi, de premier abord, j'aurais souhaité, pour que le football gagne, que Kessani et Mombo soient tous les deux sur la même liste, pour le bien du football. Ouais. Malheureusement, chacun a son approche, chacun a son idée, chacun veut défendre son idée comme il le veut. Il ne voulait pas être avec l'autre. Je comprends que chacun ait envie de prouver qu'il peut être un bon gestionnaire demain. Monique, les arguments du contentieux. Comme argument, nous avons l'élection fixée avant la fin du mandat, oui. Nomination de la commission électorale, oui. Le non-respect des délais de dépôt de candidature, oui. Et la non-conformité du code électoral avec les statuts. Alors, Mermoz, on reste sur élection fixée avant la fin du mandat. Vous comprenez les revendications, nomination de la commission électorale, non-respect des délais de dépôt de candidature, non-conformité du code électoral avec les statuts. Bon, je vais commencer. Ça revient toujours à chaque fois que nous avons une élection de ligue ou de fédération. Je vais d'abord prendre le premier point, élection fixée avant la fin du mandat. Ça, je vais donc un peu rebondir sur les propos de Gaëtan. Justement, élection avant la fin du mandat, on aurait bien voulu atteindre pratiquement la fin de ce mandat, avoir une assemblée générale ordinaire qui nous aurait fait le bilan du bureau sortant, et puis maintenant se projeter dans une élection à venir. Parce que dès lors que ce point déjà est mis à l'ordre du jour, on comprend le point qui suit, nomination de la commission électorale, on va commencer à rentrer dans nos suspicions, comme dans notre tradition ici au pays. On va commencer à dire qu'il y a du politicard qui ne dit pas son nom dans cette élection, qui sera maintenant le candidat de qui, sponsorisé par qui ou bien soutenu par qui. Tellement de suspicions et de sous-entendus dans cette élection, et je comprends maintenant, je comprends la forme du discours, ça a été presque comme ça dans toute élection sportive ici au Gabon, quelle que soit la discipline. On a vu la réaction de la Fédération gabonaise de football, le ministère de la Jeunesse et des Sports également, une réaction tardive ou bien juste pour calmer le jeu? Moi, j'aurais répondu exactement comme la Fédération l'a fait, comme le ministère l'a fait. Pour moi, c'est un non-débat. Pourquoi je dis un non-débat? Parce que nous avons 9 ligues dans notre pays, mais on a toujours 2 ligues qui nous posent des problèmes. C'est toujours du côté de Port-Gentil qu'il y a des problèmes, c'est toujours du côté de l'Estuaire qu'il y a des problèmes. Ailleurs, avec les mêmes statuts, ça se passe toujours bien. Moi, je suis quand même assez surpris souvent par notre façon de fonctionner. Le code électoral de la Ligue de l'Estuaire, il est disponible depuis juillet 2019, je pense. Les délégués ne l'ont pas critiqué, ils l'ont voté, ils l'ont validé. Ce code, il est actif aujourd'hui. Il est mis en application dès sa validation en 2019, juillet 2019. Moi, je suis surpris toujours qu'on attende la veille d'une élection pour vouloir parler des statuts, des choses qu'on peut changer longtemps avant. Ouais. Il y a des irrégularités dans les statuts, je les ai lus, je les ai parcourus. Il y a des choses qui, pour moi, ne semblent pas correctes, mais pas des choses qui peuvent remettre en cause une élection. Quand on me dit que, quand je lis un peu, que la désignation du comité, de la commission électorale, mais en fait, elle a été désignée dans le délai, puisqu'ils ont 1 mois pour désigner cette commission, et elle n'est désignée que par le bureau, par le comité exécutif. Aujourd'hui, ça pose problème, parce que le président du comité exécutif de la Ligue
est en même temps candidat. S'il n'avait pas été candidat, ce délai n'aurait pas posé problème. Donc pour moi, il n'y a pas de débat, dans la mesure où c'est fait selon le texte. Ils ont 30 jours pour mettre en place ce comité. Ça a été fait, je pense, en mai, pour une élection qui devrait avoir lieu en juin. Ils ont le mois. Maintenant, après, il y a des contradictions dans le statut qui sont vraies, qui sont avérées. Par exemple, les délais de dépôt de candidature qui ont été revus par la commission électorale, qui ont été abaissés par la commission électorale, compte tenu des délais qu'ils avaient. C'est des problèmes qui sont vrais, qui sont liés aux incohérences qu'il y a dans le statut. Mais ces incohérences, il faut qu'on trouve le temps souvent de les régler en amont, pas toujours le jour de l'élection. Parce que ça fait comme si on est toujours à la recherche des problèmes perpétuels qui font que le football n'avance pas. Gaëtan, on s'achemine vers un contentieux post-électoral. Tout simplement par le cas de flagrance que nous venons de dénoncer ici, le non-respect des statuts et des règlements. Donc c'est ici expliquant cela. Mais je souhaiterais, avant de poursuivre, quand même de rebondir sur le propos qui a été tenu à l'endroit des footballeurs via Kessani. Oui. Il a tout été fait le procès aux anciens footballeurs de ne pas s'intéresser à la gestion de la chose footballistique. Or ici, lorsqu'un footballeur s'intéresse à la gestion de la question footballistique, on lui fait un procès qui n'a rien à voir avec le sport. J'ai bien envie de savoir pourquoi les discours changent au gré des personnes et des circonstances. Kessani aujourd'hui a le courage de se lancer parce qu'il a un vécu. D'accord? Est-ce que ce vécu pourra le capitaliser en tant que dirigeant? L'histoire retiendra. Mais il faut que les gens retiennent qu'un footballeur, c'est quelqu'un qui est dans son domaine d'activité, dans son rayon d'action, qui a des possibilités de pouvoir apporter de par son expérience. Kessani a été international, ce n'est pas négligé. Il a été professionnel, ce n'est pas négligé. Il a eu organisé un certain nombre d'activités sur le plan éducatif concernant les jeunes, ce qui a toujours marché. Ce n'est pas pour faire sa campagne, c'était un point qui me paraissait intéressant de souligner. Mais vous n'êtes pas loin de là aussi. Hein. Ouf, écoutez, moi, mon temps viendra. Pour les autres, ils ont eu un bilan à défendre. Oui. Et ce bilan assujetti justement à des comptes que nous devons rendre. Quel jugement portez-vous sur le bilan de Mombo? Positif ou négatif? Pour porter un bilan, faut-il encore que j'ai des éléments pour pouvoir justement juger de la capacité ou son incapacité à pouvoir faire. D'accord? Oui. Moi, tout ce qui m'interpelle, c'est le non-respect des statuts. Oui. Et ça peut donner, si vous voulez, une orientation ou une idée sur la capacité de quelqu'un à pouvoir gérer une institution. Ouais. Merci beaucoup. Voici un peu ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne cette élection. Mermoz, on rappelle que l'élection a lieu ce samedi 26 juin. Il y a eu une assemblée ordinaire avant, après l'assemblée après l'assemblée élective. On va parler des Panthères du Gabon. Vous le savez, plusieurs équipes, plusieurs nations ont participé aux différentes rencontres amicales, mais les nôtres n'ont pas joué, Mermoz. Est-ce qu'on peut comprendre ça? On peut le comprendre comme ne pas le comprendre, c'est selon. Pour ceux-là qui ont vu l'équipe nationale évoluer pendant les éliminatoires de la CAN, vu, on va dire, peut-être ces nouveaux entrants que l'on a fait venir ces derniers temps, je parlais là, par exemple, de Gilles-Chris Guémin en défense, ou encore du petit qui a fait ses débuts face à l'Angola, qu'on a vu un peu léger, le jeune latéral Owono Torque Omva. Donc, oui, on aurait voulu peut-être un match amical pour eux, pour ceux-là encore, pour essayer de les acclimater encore un peu plus à ce niveau international, parce que rappelons que ce sont des joueurs qui jouent à des niveaux, on va dire, très inférieurs par rapport à certains. L'équipe nationale, quand on parle de l'équipe nationale, on parle maintenant de football international. On n'est plus dans le local ou le petit championnat. Peut-être pour eux, s'acclimater au groupe, à cette exigence internationale. Maintenant, je dis aussi repos, qui peut être utile aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Nous avons justement, on a eu des assises. Il faut remettre beaucoup de choses en place pour qu'il y ait un championnat qui puisse commencer dans les délais que nous souhaitons. Donc, il fallait bien faire un peu la part des choses dès lors que les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ont été repoussés. Donc, ça peut être aussi un repos utile. Et puis, on a nos joueurs qui sont, puisque ça vient en fin d'année, nos joueurs qui ont leur situation de chômage, qui doivent trouver des clubs avant justement de pouvoir reprendre la campagne des éliminatoires avec les Panthères. Monique, le tableau de bord de nos internationaux donne quoi? Alors, pour les relégations, nous avons Ekole Manga et Ibrahim Don qui descendent en deuxième division française avec leur club, le FC Dijon. Oui. Ensuite, nous avons les Mina
qui évolue à Fulham et qui est également relégué en deuxième division anglaise. Et enfin, Biogo Poko, qui évolue dans le championnat turc avec son club Göztepe, qui est relégué en deuxième division. Ouais. Son club, lui, il est maintenant à Altay, qui monte en deuxième division. Voilà. Il faut quand même rappeler que Bruno Ekole Manga, Didier Brahim, il est sur les tables également de plusieurs clubs. Est-ce que vous comprenez quel jugement portez-vous sur un peu Pour Ibrahim Ndong, pour avoir un peu vu un peu l'histoire de son dossier, pour Ibrahim Ndong, il faut comprendre que Dijon descend en deuxième division et il y a un problème de budget. Oui. Ibrahim Ndong est l'un des plus gros, sinon peut-être l'un des plus gros salaires du FC Dijon. Et comme ce club descend en deuxième division, il y aura du mal à pouvoir justement payer le salaire de Ibrahim Ndong. Donc le club lui demande de partir déjà pour des raisons d'abord économiques. Maintenant, on en parle surtout qu'il y aurait un accord préalable déjà avec le FC Nantes par le coach de Nantes, Antoine Comboiré, qui disait qu'il était prêt à peut-être prendre Ibrahim Ndong. Et la condition, c'était le maintien de Nantes en Ligue 1, ce qui a été fait. Maintenant, wait and see, on va voir si ce dossier va être concrétisé. Par contre, pour Poko, je précise, il monte en première division avec son club de Altay, mais son contrat n'est pas encore renouvelé. Est-ce qu'il va rester ou bien il va aller dans d'autres cieux? Wait and see aussi. C'était quand même le moment pour l'équipe nationale de rassurer au regard des cris de la... Avec quel joueur? Là aussi est la question. On a vu ce que ça a donné lors des derniers matchs des éliminatoires où on a demandé à quasiment tous nos titulaires d'être absents. On avait quand même 9 joueurs en moins. On a mené une équipe relativement jeune. On a vu que sportivement, cette équipe n'a pas tenu le rythme, n'a pas tenu le coup. On avait un match à jouer. Moi, personnellement, ces matchs de jouer en général, je ne les aime pas trop. Pourquoi? Parce que dans la tête des joueurs, ils sont en train de préparer les vacances. Ils ont envie de partir. Certains ont des carrières à relancer très vite. Le cas, par exemple, d'Ibrahim dont on parle aujourd'hui, de Bruno, de Lemina, les 3 déjà. Ils ont envie d'avoir de nouveaux challenges. L'esprit est beaucoup plus focalisé vers l'année qui va suivre. Surtout que là, ils reçoivent un coup de massue. Avant, on leur dit les éliminatoires Coupe du Monde pour lesquels vous vous êtes préparés jusqu'en fin d'année sont repoussés à septembre. Ça crée une certaine dépression. Enfin, on va vider complètement la pression et puis après, on n'a pas envie de relancer. Je me dis que ne pas jouer ce match était peut-être un mal pour un bien. Ça nous permet de récupérer nos joueurs peut-être après le début de la préparation, donc peut-être de meilleures dispositions avec une nouvelle motivation pour pouvoir enchaîner les matchs de septembre. Monique, on rappelle la poule des Panthères du Gabon dans le cadre de ces éliminatoires Coupe du Monde 2022. Alors le Gabon se retrouve dans la poule F avec l'Égypte, l'Angola et la Libye. Donc rappelons que le Gabon affrontera en septembre pour son premier match en éliminatoire pour la Coupe du Monde Russie 2022 la Libye. Et 4 jours plus tard, au stade de Franceville, le Gabon recevra l'Égypte. Un commentaire sur la poule, Gaëtan, rapidement. Un commentaire pour dire que tout est jouable. Maintenant, comme nous le cessons de le créer sur ce plateau, tout dépend maintenant de l'organisation. Est-ce que le staff technique aura les moyens en temps pour pouvoir regrouper son équipe? Est-ce que le staff technique aura l'environnement? Parce que l'environnement dans le milieu sportif est important pour l'éclosion des jeunes talents, dont on leur fait souvent le procès à tort, parce que la notion de titulaire est souvent assujettie à celle de remplaçant. Oui. Et c'est l'environnement, justement, en fonction de la performance du moment qui fait en sorte que celui-ci soit titulaire, contrairement à un autre. Donc la question ne devrait pas se poser en ce sens, elle devrait plutôt se poser dans le sens de l'environnement. Quel est l'environnement aujourd'hui de l'équipe nationale? D'accord? Oui. Pour qu'un athlète soit performant, il faut que toutes les conditions soient réunies. Oui. Or, aujourd'hui, à chaque fois que l'équipe nationale se regroupe, nous sommes toujours confrontés à un problème T ou un problème X. Les jeunes aujourd'hui qui cherchent à éclore, donc à démontrer toutes leurs capacités, sont souvent confrontés à des problèmes de leadership. Nous avons, comme dans tout circuit, des meneurs, mais que ces meneurs sachent qu'ils sont passés par là. Et qu'à un moment donné, à charge pour l'équipe de l'encadrement technique, oui, de pouvoir mettre les jeunes en confiance de façon justement à les préparer à remplacer les forces en présence, notamment les leaders. De façon réaliste, est-ce qu'on possède les éléments capables de se qualifier pour la Coupe du Monde? Nous avons l'équipe qu'il faut, oui, pour aller en Coupe du Monde. 11 joueurs.
11 joueurs. Ouais. Le problème, je voulais justement apporter un plus à ce que disait Gaëtan, c'est que dans l'environnement, je vois beaucoup plus l'organisation interne aujourd'hui, l'organisation du Gabon. Quels sont les joueurs, qu'est-ce qu'on met à disposition de Patrice Neveu aujourd'hui pour pouvoir nous former une équipe de combattants. Aujourd'hui, on est aujourd'hui assujetti à notre légion étrangère. La légion étrangère n'est pas intarissable, malheureusement pour nous. Le puits qui devait être intarissable, c'est le championnat national. Malheureusement, le championnat national a fait un stop inattendu depuis pas mal de temps et le réservoir donc, du pays, on ne l'a plus. Aujourd'hui, on compte sur des joueurs quasiment tous évoluant à l'étranger, mais ces joueurs évoluant à l'étranger ont des limites puisque nous ne sommes pas, par exemple, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, qui peuvent exporter des joueurs par conteneur. Nous, malheureusement, nous envoyons un ou deux au hasard des saisons. On va envoyer un qui va plus ou moins réussir, mais nous n'avons pas le même réservoir que tout le monde. Notre unique réservoir, c'est le championnat national. Il est important que les autorités comprennent la nécessité de relancer ce championnat pour permettre à l'équipe nationale d'avoir d'autres éléments sur lesquels on peut regarder. Rapidement, Mermoz. Ouais, je suis plus ou moins d'accord. C'est d'abord notre championnat, puisqu'on est obligé d'aller maintenant chercher des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pratiquement même pas, la majorité ne sont même pas nés au Gabon, sont plutôt nés, pour ceux qui sont en France, sont nés en France, n'ont pas encore peut-être intégré la fibre patriotique pour avoir maintenant, on va dire, cette envie qui pourrait leur donner l'agressivité, l'abnégation pour bien défendre les couleurs du pays, contrairement à l'enfant, comme on va dire, entre guillemets, comme on dit, l'enfant du pays. Donc pour moi, c'est, comme on l'a vu face à l'Angola, on a certains 11 plus ou moins majeurs qui s'est dessiné, même si dans ce 11, il faut penser que arrivé à janvier 2022, certains, comme on l'évoquait en off, comme notre ami Ekole Manga, sont plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Il faut penser à ceux-là qui doivent être déjà remplacés. Quelle est la relève de ceux-là? Et ça passe par notre formation ici d'abord au pays, notre championnat national pour avoir une profondeur de banc de qualité, parce que pour notre équipe nationale, c'était là le problème. On a vu qu'il y a un problème de profondeur au niveau du banc, parce que les jeunes qui sont en France, pour la plupart, certains sont même partis, c'est les parents qui les ont soit envoyés en France pour les études, et le petit a fait football, sport-études ou bien football à côté. Il faut aller les dénicher, il faut aller les chercher, et ça, je trouve que c'est trop de travail aussi pour le coach Patrice Neveu, plutôt que de se concentrer sur un groupe qui est déjà là et de pouvoir travailler sereinement. Gaëtan Koka, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci de me faire l'honneur de dire ma part de vérité. Brice Silingue, merci également. Je suis tellement habitué à Mermoz. Non, c'est toujours un plaisir de partager des moments foot. Ouais. On y revient avec beaucoup de plaisir. Mermoz, merci également. Merci. Moi, je dis bien pour cette émission et surtout de pouvoir débattre sur l'actualité footballistique de notre pays qui nous pose beaucoup de problèmes, nous qui sommes des férus et des grands supporters du football. On est férus du football. On est férus du football. Monique, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé, on se retrouve très prochainement. Très prochainement. Merci beaucoup. À vous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. L'équipe éditoriale était chapeautée par Berlek Lekoba. Nous étions dans le cadre des As du foot. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.